Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo de Indécent pour les vacances d'été si tu la vois au moment où elle sort. En effet, en août, on avait prévu de faire une série de vidéos dans laquelle on allait te parler du jeu de rôle 7ème mer. Et pour cette première vidéo, on va te parler du livre de base en divisant la présentation sur 2 vidéos. Cette première vidéo, c'est moi qui vais te la présenter. Je vais te parler du lore et de l'histoire de 7ème mer proposée dans le livre de base. Et par la suite, la seconde vidéo, ça sera Mehdi qui va t'en parler avec le système de règles et le système de jeu. Septième ère, comme tu peux le voir, c'est un jeu de rôle de cap et d'épée, d'aventure, d'amour, de vengeance, d'exploration et de piraterie. Et oui, on a mis tout ça dans Septième ère et vous allez voir, c'est quand même ultra cohérent, même si c'est énormément diversifié. Alors, Septième ère, il faut que tu gardes à l'esprit que ça se passe à peu près au XVIIe siècle, en 1668 exactement, et c'est un univers dans lequel tu vas incarner un héros qui est propre à chacune des nations de Théa, qui est le continent dans lequel se passe l'aventure. Tu l'as bien compris, hein, 7ème mer, ça te parle aussi des 7 mers, qui sont les 7 mers qui vont englober les différentes parties de Théa dans lesquelles ton personnage va évoluer. Pour réussir à bien comprendre ce qu'est 7ème mer, il faut que tu comprennes 2 choses avant tout. La première, c'est que les différentes civilisations ne sont pas exactement celles qui sont disposées en Europe au XVIIe siècle dans notre histoire à nous. Les créateurs ont décidé justement de mélanger les différentes civilisations, leurs différentes caractéristiques, et peut-être même aussi de mélanger les différentes époques. C'est-à-dire qu'il va y avoir parfois des avancées technologiques que l'on ne trouve pas dans notre XVIIe siècle à nous. Deuxième élément, il faut que tu gardes à l'esprit que le destin et la superstition sont énormément importants au sein de l'univers de 7ème mer. Ton héros va être ballotté par des forces qui le dépassent, et c'est tant mieux parce que tu vas te régaler, même si lui, il souffre. Pour réussir à bien comprendre l'univers de 7ème mer et comment réussir à incarner un personnage, le jouer ou même générer une partie en tant que maître de jeu, il faut que tu gardes à l'esprit 4 éléments principaux. Le premier, ça va être l'opposition entre la piraterie et la société, qui correspond à l'opposition entre la liberté et les règles naissantes des royaumes qui vont se transformer en État progressivement. En effet, en étant un explorateur, un aventurier ou un pirate, tu vas représenter cette liberté qui est en train de se faire totalement défoncer par ces sociétés nouvelles qui ont de nouvelles règles, de nouvelles religions, et des sociétés secrètes qui essaient de mettre la main sur la liberté des individus. Autre élément, c'est également la diplomatie et l'intrigue, car comme les royaumes vont se transformer progressivement en États, le relief politique et géopolitique de la nation et du continent va complètement changer. Et celui qui fait l'intrigue, celui qui est fort en diplomatie, c'est celui qui va redessiner finalement la carte de cet univers. Ainsi, l'intrigue, l'assassinat, les messes basses vont être hyper importants dans l'univers de 7ème mer, surtout si vous êtes à la cour des États. On enchaîne sur l'archéologie et l'exploration. Alors là, c'est assez particulier parce que dans 7ème mer, il y a des traces d'une ancienne civilisation, il y a de la magie, des créatures qui sont presque pas humaines, que l'on découvre petit à petit sur le continent et sur différents îlots. Mais également, ce n'est pas uniquement ces ruines qui nous intéressent lorsque l'on parle d'exploration, c'est également ces jungles remplies et gorgées de créatures pleines de venin, mais également des déserts et évidemment les 7 mers avec cette 7ème mer qui semblerait mener vers un autre monde apparemment. Je vous conseille de prendre votre compas alchimique parce que l'aventure sera énorme si vous voguez sur ces flots-là. On termine avec l'amour et la vengeance. Alors que serait une histoire de cap et d'épée sans amour et sans vengeance ? Parce qu'on est quand même dans des univers à la Dumas, d'Artagnan avec les mousquetaires. Vous allez faire des duels, vous allez sauver des amantes en détresse ou des amants en détresse, et vous allez explorer les nations de Théa pour réussir à sauver la veuve et l'orphelin, parce que les valeurs chevaleresques existent encore dans cet univers-là. Bien, je t'ai parlé de l'univers général de 7ème mer, un peu de son ambiance et des différents thèmes clés que ton maître de jeu va sans aucun doute aborder si tu fais une partie de 7ème mer. Maintenant, il faut que je te parle un peu du continent de Théa et de son ambiance, de son environnement. Premièrement, comment ça se passe? Le continent de Théa, l'univers de Théa, c'est notre Europe fantasmée. Vraiment clairement. Les auteurs ont décidé de garder quelques points de repère pour que tu ne sois pas perdu lorsque tu découvres le jeu, c'est-à-dire ça ressemble globalement à l'Europe, même s'il y a des choses qui ont évolué. Rappelle-toi, je te parlais de l'exploration de ruines anciennes. Les Cyrnes, c'est cette ancienne civilisation, vont amener énormément de choses nouvelles dans cet univers un peu européen, eurocentré finalement. Au niveau du continent de Théa, on fonctionne quand même toujours sur une opposition entre noblesse, clergé et tiers-état. C'est-à-dire que les nobles, ce sont ceux qui vont finalement dessiner les contours de cette nouvelle société, tandis que les pauvres, le tiers-état, va bûcher comme un malade pour réussir à survivre.
Points principaux quand même, hyper importants, il faut garder à l'esprit que les avancées technologiques et techniques sont beaucoup plus évoluées que dans notre XVIIe siècle à nous, ça je te l'ai dit, mais c'est principalement dû à une religion qui s'appelle l'Église vaticine qui va promouvoir justement le développement technique et technologique. Le principe même de l'Église vaticine, c'est de dire que le Créateur a construit le monde dans lequel on est comme une énigme, et nous devons résoudre cette énigme. Alors tu l'as compris, hein, l'Église vaticine va largement s'inspirer de l'Église catholique, même si on ne parle pas ici finalement de Dieu, on parle de Créateur, et si justement cette Église-là va promouvoir les sciences, ce qui est assez paradoxal quand on voit l'Église du XVIIe siècle, notamment avec l'affaire de Galilée. Je te laisse chercher si tu connais pas, mais normalement tu devrais connaître. Cette Église va tirer son pouvoir du peuple, principalement, va avoir des dogmes qui sont profondément ancrés, un peu comme l'Église catholique, avec des diocèses, des choses comme ça, c'est appelé un peu différemment dans le livre, mais tu verras l'idée lorsque tu liras le passage. Et il va y avoir aussi une inquisition, qui est finalement une part secrète de l'Église vaticine, qui va chercher à éradiquer la sorcellerie et qui est née après les guerres de religion. Même s'il y en a encore un peu, c'est un peu le bordel, mais ça, tu verras un peu plus tard. On termine pour le continent de Théa en te parlant des 7 mers. Les 7 mers ont chacune une caractéristique commune, je ne vais pas te parler des 7, sinon la vidéo va faire des plombes, mais par exemple, il va y avoir une mer qui est la mer du commerce, qui va avoir des marées, hautes, basses, etc., qui va rechanger les reliefs finalement de cette mer et va la rendre assez dangereuse. Il y a aussi par exemple la mer de la Veuve qui crée des mirages avec des brumes et qui est extrêmement dangereuse. Et cette fameuse 7e mer qui semble mener vers un autre monde. Ok, je t'ai parlé des continents, maintenant il faut que je te parle des nations de Théa qui sont en train de se construire. Premièrement, garde à l'esprit que les noms vont pas trop changer. C'est-à-dire que la Castille, ça va correspondre à l'Espagne que l'on connaît, le Montagne va correspondre par exemple à la France, la Wallonne va correspondre à la Grande-Bretagne par exemple. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans chaque nation, il va y avoir des mélanges historiques qui vont se créer, c'est assez drôle. Par exemple, le Montagne, ça va être la France, par exemple sous Louis XIV, mais avec un mélange de l'Empire napoléonien. Il va y avoir aussi des informations comme le Vodacce, qui correspond à finalement ces petites cités-États qui existaient aux alentours de Venise ou en Italie, et qui étaient extrêmement importantes au niveau commerce. Niveau mythes et légendes, on a aussi des choses pas mal intéressantes. On apprend par exemple que l'Inismore est un état dans lequel ils ont un roi qui semble être immortel. Mais également que Leysen doit affronter des créatures mystiques et horribles qui sont nées du sang versé d'une guerre de 30 ans. Car en effet, Leysen a vécu cette guerre-là. Et par exemple, on sait au niveau des coutumes qu'ils se nourrissent uniquement de tubercules et draps parce que leur terre a été dévastée par la guerre. Et on comprend mieux que ce sang versé a sans aucun doute été le germe de la naissance de ces créatures horrifiques. Je t'en parle pas plus, tu vas le découvrir en jouant. Alors, comment ça va se présenter de manière générale lorsque tu vas te confronter aux pages sur les nations? Il va y avoir déjà de riches illustrations, les personnages, les costumes, les paysages, l'ambiance et évidemment un blason représentatif de cette nation-là. Ce blason qui pourra par exemple être reproduit sur ta fiche de personnage selon la nation à laquelle appartient ton personnage. À chaque fois, il va y avoir un court paragraphe qui va raconter l'histoire de ce pays. Par exemple, on sait que la Castille a été envahie à un moment donné par Montaigne, que également la présence de l'église est extrêmement importante et prégnante dans ce pays-là. Il va y avoir également d'autres sous-paragraphes qui peuvent parfois changer sur les costumes, les coutumes, la manière de s'alimenter, le caractère de ces personnes. Par exemple, on sait que dans certains pays, l'honneur est plus important que dans d'autres. On sait que par exemple dans le Montagne, les costumes sont grandiloquents et magnifiques, tandis que par exemple dans l'Ainsane, on va se nourrir, comme je te l'ai dit, de tubercules et de rats morts. Il y a d'autres éléments géopolitiques, culturels. On a également des informations sur l'économie du pays. Bref, un tas de choses qui vont permettre une immersion totale dans ce pays-là de manière assez condensée. C'est 2-3 pages maximum sur chaque nation. Donc vraiment, si tu veux te concentrer sur un pays, sur une nation, tu peux le faire très facilement. Enfin, je dois te préciser également, mais ça c'est mon collègue Mehdi qui va t'en parler lorsqu'il va te parler de la création des personnages. Mais lorsque tu vas incarner un héros, tu vas incarner le héros d'une nation. Et le héros ne va pas avoir les mêmes caractéristiques en fonction des nations. Si par exemple tu appartiens à l'Inismore, tu n'auras pas les mêmes caractéristiques qu'un personnage de Montaigne. Tu seras peut-être plus politicien, plus guerrier, moins pirate, un peu plus explorateur. Bref, ça va changer et ça va peut-être créer les différentes caractéristiques de ton personnage. J'enchaîne pour te parler d'autres thèmes ultra principaux de 7e ère. Le premier thème, ça va être justement la piraterie. Qui dit 7 mers dit commerce, qui dit commerce dit navigation, et qui dit navigation avec commerce dit que des pirates vont essayer de se trouver là pour réussir à dévaliser des galions qui, sans aucun doute, transportent de l'or, des marchandises, des esclaves ou des individus, tout simplement. Il y a des centaines de réseaux de pirates sur les 7 mers, et d'ailleurs, même si ton maître de jeu est d'accord, tu pourras peut-être créer ton propre bateau de pirates pour voguer sur les 7 mers et peut-être explorer des territoires inconnus. Je vais t'en donner 3
principaux dans ces centaines qui existent, qui sont assez intéressants. Le premier, c'est les Boucaniers de la Bouka. Leur histoire est assez particulière. Il faut savoir qu'ils étaient emprisonnés sur une île et que pour s'enfuir, ils ont fait semblant d'avoir la peste bubonique. Résultat, ils ont réussi à sortir de leur prison et ils ont pris littéralement possession de l'île dans laquelle ils étaient. Donc c'est un peu leur base secrète. De manière un peu différente, il y a le Crimson Roger. Alors là, vraiment, on est littéralement dans l'histoire de piraterie. C'est un seul navire et l'équipage tire son nom du nom de ce navire. C'est un équipage de pirates brutaux et sanguinaires qui écument les 7 mers pour égorger les gens, voler leurs bourses et peut-être les faire passer sur la planche et les faire se faire dévorer par des requins. Je termine avec le troisième exemple qui est assez marrant. C'est le pilleur de Vestens qui correspondent finalement presque à des pirates qui auraient un sens de l'honneur. Quand ils arrivent, ils ont une sorte d'énorme corne et ils soufflent dedans. Le navire a le choix, quand il entend cette corne, soit de baisser le pavillon et de se faire littéralement piller, mais sans aucun dommage collatéral, soit de maintenir son pavillon, et alors là, l'attaque commence et c'est le combat. Bien, je t'ai parlé des pirates, mais il y a aussi une autre chose hyper importante dans le monde de Théa, c'est la magie. Il faut savoir que la magie est assez discrète quand même dans Théa, mais est extrêmement puissante. D'ailleurs, on ne parle pas de magie, on parle plutôt de sorcellerie, et elle va être à double tranchant. C'est-à-dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, j'aurais dû mettre un masque de Spider-Man là-dessus, mais vous l'avez compris, c'est-à-dire que plus vous allez faire bouger les puissances qui existent dans l'univers de Théa, plus vous allez pouvoir retransformer cet univers, quitte à peut-être vous en prendre plein la gueule en retour. Autre élément hyper important qui dit cap et épée, dit, vous l'avez deviné, les duels. Et oui, il faut savoir, et là vous allez peut-être être déçus, que les duels ont failli être interdits dans l'univers de Théa. C'était un peu trop violent, un peu comme à l'époque en France au XVIIe siècle, les duels étaient quasiment interdits parce que c'était un peu trop sanguignolant et ça faisait finalement se détruire la noblesse parce qu'ils s'entretuaient les uns avec les autres et il n'y avait plus trop grand monde pour se reproduire après, on va le dire. Mais dans l'univers de Théa, les duels se sont maintenus avec quelques règles. Il y a 3 écoles de duels qui se sont réunis, leurs chefs se sont réunis, et ils ont passé un pacte de sang pour aller voir ensuite les différents chefs des nations de Théa et remettre au goût du jour le duel pour qu'il ne disparaisse pas. La seule condition, c'est qu'il faut faire partie de la guilde des duellistes pour pouvoir faire un duel. Donc si vous ne faites pas par exemple partie de la guilde des duellistes et que vous voulez faire un duel, soit vous rentrez dans cette guilde, soit vous payez quelqu'un qui va faire le duel à votre place. Et donc vous comprenez que vous pouvez justement incarner un personnage qui fait partie de la guilde des duellistes. Bien entendu, qui dit duel dit également un sens exacerbé de l'honneur, la parole du gentilhomme, tous ces éléments-là qui sont en partie liés au sens chevaleresque qui existe encore dans l'univers de Théa. Et je vais terminer aussi avec les sociétés secrètes qui sont multiples dans l'univers de Théa. Il y a un petit encart dans lequel on en parle, avec des petits résumés. Il y a par exemple des sociétés secrètes de chevaliers, des sociétés secrètes d'explorateurs, des regroupements de citoyens qui s'entraident les uns avec les autres. On peut supposer qu'avec les guerres de religion, c'était plutôt utile pour éviter de se faire casser la gueule durant 30 ans de guerre, notamment dans l'Eisen. Bref, un tas de sociétés secrètes qui ont pour objectif d'agir dans l'ombre et de faire avancer l'intrigue dans Théa. Et voilà, cette première vidéo dans laquelle je te parle du lore et de l'histoire de 7e ère, du moins du livre de base, est terminée. Si tu as besoin de plus en plus d'informations, n'hésite pas à m'écrire un commentaire dans la section commentaires de YouTube, je me ferai un plaisir de te répondre. Pour de plus en plus d'informations sur le système de jeu, il suffira d'attendre la seconde vidéo dans laquelle Mehdi va te parler justement du système de jeu du livre de base de 7e ère. Et une autre série et batterie de vidéos va sortir sur les différents suppléments qui sont proposés chez Agathe Éditions. A très bientôt.